Même si les combats de l'UFC ne sont pas scénarisés, on s'attend à ce que les combattants réalisent des performances qui impressionneront au moins le PDG de l'entreprise chaque fois qu'ils entrent dans l'octogone. Cependant, au fil des ans, certains combats ont prouvé qu'ils faisaient tout le contraire, laissant Dana White absolument furieux. Quels sont les combats qui entrent dans cette catégorie et comment se sont-ils déroulés? Restez sur cette vidéo pour le découvrir. Commençons par un combat qui date d'il y a quelque temps. Anderson Silva versus Demian Maia. Si vous êtes fan de l'UFC depuis plus d'une décennie, vous seriez surpris de ne pas avoir entendu de critiques particulièrement élogieuses sur ce combat, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce qu'il était vraiment peu impressionnant. Ce qui est fou étant donné le calibre des combattants qui s'affrontent. Anderson Silva, pour sa part, avait été désigné comme l'un des plus grands combattants d'arts martiaux mixtes de tous les temps par Dana White lui-même au moment du combat. Étant l'un des lutteurs les plus techniques et vicieux que la compagnie ait jamais vu, Silva a passé sa carrière à accumuler une impressionnante précision de frappe de 60% sur 1300 tentatives de coups. Sa carrière au sein de l'UFC l'a vu devenir le combattant avec le plus grand nombre de défenses de titres réussies dans l'histoire de la division des poids moyens de l'UFC et le deuxième plus grand nombre dans toutes les divisions, le plus long règne sur le titre dans l'histoire de la compagnie, avec un 2457 jours, plusieurs combats et Knockouts of the Year et une tonne d'autres exploits fous. L'adversaire de Silva lors de cette nuit fatidique de 2010, Demian Maia, n'était peut-être pas aussi décoré, mais il n'était certainement pas du genre à se laisser faire. Beaucoup le considèrent comme le meilleur combattant au sol de l'UFC, grâce à ses compétences uniques en matière de takedowns à une et deux jambes. Il détient également des records comme celui du plus grand nombre de soumissions par l'arrière dans l'histoire de la compagnie, du deuxième plus grand nombre de temps en position haute, du troisième plus grand nombre de temps de contrôle et du sixième plus grand nombre de temps total de combat à l'UFC. Une chose était claire, même en 2010, ces deux-là étaient des champions à part entière. Ainsi, lorsque l'aspirant poids moyen Vitor Belfort s'est blessé et que le titre tant attendu est revenu à Maia lors de l'UFC 112 à Abu Dhabi, tout le monde s'attendait à ce que ce soit un combat à marquer d'une pierre blanche. Le combat a bien eu lieu, mais il a été très décevant, non seulement pour les fans, mais aussi pour Dana White. Maia avait entamé le combat avec un palmarès de 12 victoires pour une défaite dont 5 de ses 6 victoires à l'UFC par soumission. Anderson, quant à lui, sortait de 2 victoires décevantes contre Patrick Cote et Tali Leite, mais restait le grand favori. Lorsque le combat a eu lieu, le soi-disant favori a choisi d'insulter son adversaire tout au long du combat, au lieu de se battre. Silva n'a jamais réussi à piéger Maia ou à le mettre au sol après les 2 premiers rounds. Tout ce qu'il a fait, c'est se prévaloir, poser et danser autour de l'octogone pendant les 5 rounds qu'a duré le combat. En fin de compte, cela a suffi pour qu'il remporte une victoire par décision unanime sur Maia, mais ce n'était clairement pas le genre de performance que nous voulions voir, et surtout pas le président de la compagnie. À la fin du combat, Dana White était tellement déçu et agacé qu'il a refusé de remettre à Silva sa ceinture après le combat. Oh oui, le manager de Silva, Ed Soares, a dû le faire lui-même. Dans l'interview qui a suivi le combat, il s'est mis en colère en expliquant que les 2 hommes avaient livré l'un des pires combats de l'histoire de l'UFC. Il a terminé sa diatribe en envoyant des menaces réelles concernant l'avenir de Silva au sein de l'entreprise, promettant de lui retirer son titre et de l'exclure de l'entreprise si son prochain combat était du même acabit. C'est vrai, le grand patron de l'UFC a définitivement perdu les pédales sur ce coup-là. Il a fallu qu'Anderson Silva et son manager s'excusent pour que Dana se calme. En fin de compte, le seul point positif de ce combat a été pour Maia, qui a déclaré des années plus tard « Ce combat a changé ma carrière. Beaucoup de gens ont commencé à me reconnaître en tant que combattant, même si j'ai perdu. J'ai eu beaucoup de bonnes réactions. Les gens ont commencé à me reconnaître davantage parce que j'étais le gars qui avait combattu Anderson. Le combat suivant n'a pas vraiment été positif, ce qui n'est pas une surprise pour des raisons que vous découvrirez bientôt. Curtis Blaydes versus Alexander Volkov. Ce combat présente un certain nombre de différences par rapport au précédent. Tout d'abord, il s'est déroulé à 10 ans d'intervalle,
ce qui ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que Dana White est devenu encore plus direct dans ses propos qu'il ne l'était à l'époque du combat Silva versus Maia. De plus, les deux combattants impliqués étaient à des stades très différents de leur carrière à l'époque. Contrairement à Silva et Maia, qui étaient déjà des combattants établis et couronnés de succès, Curtis Blades et Alexander Volkov commençaient tout juste à établir leur CV au sein de l'UFC. Blades, pour sa part, en était à sa 6e année en tant que combattant professionnel de MMA. Il avait fait ses débuts à l'UFC en avril 2016 lors de l'UFC Fight Night 86, en s'inclinant par TKO au 2e tour face à Francis Ngannou, mais il s'était progressivement fait une place dans les combattants les plus prometteurs de la compagnie. Blade avait 2 défaites très embarrassantes à son palmarès, toutes 2 contre Francis Ngannou, mais il avait également battu des adversaires comme Cody East, Daniel Omielanchuk, Alexei Oleinik, Alistair Overeem, Justin Willis et Junior Dos Santos, obtenu quelques primes de performance de la nuit et était sur une impressionnante série de 13 takedowns consécutifs chez les poids lourds. Volkov, quant à lui, a un peu plus d'expérience puisqu'il est passé professionnel en 2009. Cependant, il a également rejoint l'UFC en 2016, quelques mois après Blades, et au moment de leur rencontre, le Russe était loin d'être le favori. Curtis Blade était très conscient de son avantage sur le papier et s'est assuré de l'exploiter avant le combat. Il a fait beaucoup de bruit, promettant aux fans une guerre debout entre lui et Drago. Il a également ajouté qu'il finirait par mettre un coup de boule à l'ancien combattant du Bellator MMA. Le jour J est arrivé en juin 2020 à l'UFC Apex de Las Vegas et Curtis a gagné. Alors pourquoi Dana White s'est-il énervé? Parce que le combat n'a pas été à la hauteur des promesses de Blade. Bien qu'il ait commencé avec autant d'énergie qu'on pouvait l'espérer, le combat s'est finalement avéré déséquilibré et a dû être conclu par décision. Pour ne rien arranger, Blades était manifestement fatigué et épuisé dès le 3e round. Personne ne peut lui reprocher une performance absolument mauvaise, mais il est clair qu'il n'a obtenu la victoire que parce que Volkov n'était vraiment pas en forme, et non pas parce que Blades a été capable de tenir toutes les promesses qu'il avait faites avant d'entrer dans l'octogone. Les fans n'ont pas été impressionnés, tout comme Dana White, qui s'en est pris au jeune Blades lors d'une interview d'après-match. Il a dit beaucoup de conneries avant le début de la semaine. Je ne pense pas que vous puissiez dire les conneries qu'il a dites, qu'il est arrivé et qu'il s'est comporté comme ça, en disant qu'il avait écrasé des gens, qu'il n'était pas assez payé et qu'il devrait avoir une chance de remporter le titre. Et il n'en avait pas fini, ajoutant « Je n'ai rien contre le gamin, mais quand tu racontes des comme il l'a fait cette semaine, tu ferais mieux d'arriver et de botter le de quelqu'un. Quand tu fais ce qu'il a fait ce soir, tu as l'air stupide. » Oui, le boss n'était clairement pas content, mais la partie la plus folle de cet épisode est encore à venir. En effet, malgré le fait qu'il ait été critiqué pour ses performances insuffisantes, Curtis Blades ne s'est pas tu. Au lieu de cela, il a excusé sa performance médiocre en disant « Il avait une longue garde et un bouclier corporel, et les dimensions uniques du corps présentaient différents obstacles auxquels j'aurais pu me préparer davantage. » Il a ensuite ajouté « Le W est une déclaration. Quand un gars est aussi bon que vous, j'ai battu un gars qui est à mon niveau. » L'homme n'a vraiment pas supporté la colère de Dana White. Aujourd'hui, Curtis Blades et Alexander Volkov sont respectivement classés 5e et 6e dans la division des poids lourds de l'UFC. Nous avons ensuite un combat assez similaire qui a tout autant énervé Dana White. Cette fois, les combattants sont Quinton Jackson et Rashad Evans. Pour ce combat, Quinton Jackson se tenait d'un côté de l'octogone, un nom qui n'a probablement pas besoin d'être présenté, très probablement pour les mauvaises raisons. Quinton a la réputation infâme d'avoir commis des actes et des commentaires de harcèlement sexuel très dérangeants, ce qui a entaché sa réputation de combattant. Cependant, pour les jeunes qui n'ont commencé à regarder le MMA que dans les années 2010, il est important que vous sachiez à quel point ce type était bon. Lors de son premier passage à l'UFC entre 2006 et 2013, il a remporté le championnat des poids lourds légers de l'UFC et a également été nommé combattant de l'année 2007, entre autres distinctions.
Lors de ses passages à Bellator MMA, à l'UFC et dans d'autres promotions, Jackson a prouvé qu'il n'était pas seulement un combattant talentueux, mais aussi un véritable showman avec sa personnalité excentrique. Son adversaire à l'UFC 114 est cependant un combattant encore plus emblématique. Rashad Evans est entré dans la compagnie à peu près en même temps que Quinton et a non seulement remporté le titre de combattant de l'année immédiatement après Quinton, mais il a également remporté le championnat des poids lourds légers de l'UFC une fois. Rashad a également enregistré le deuxième plus grand nombre de takedowns dans l'histoire de la division Light Heavyweight et a été intronisé au Hall of Fame de la compagnie en 2019 après plus d'une douzaine d'années de performances constantes. Voir ces deux-là s'affronter en 2010 au sommet de leur carrière avait tout d'un match à grand spectacle. Dana White lui-même avait annoncé le combat 2 ans plus tôt dans un épisode du Carmichael Dave Show, en déclarant « J'adorerais voir Rashad et Rampage. Je pense que ça serait un combat amusant. » Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de voir des combats que le président de l'UFC lui-même attendait avec impatience. Mais l'UFC 114 a fait l'objet d'un battage encore plus important en raison de la valeur culturelle qu'il représentait. Ce combat marquait la première fois que deux combattants afro-américains étaient la tête d'affiche d'un événement de l'UFC. C'est pourquoi il a fait l'objet d'une grande publicité, car il marquait une étape importante dans le développement culturel de l'entreprise auprès de ses fans. Pour ajouter à tout cela, il y a aussi le fait que Quinton et Rashad s'étaient affrontés lors de l'UFC 100 et s'étaient livrés à une sorte de trash-talking en ligne avant leur combat. Les deux hommes se sont en effet menacés sur Twitter avec des commentaires tels que « Au camp d'entraînement au Royaume-Uni, tout est en marche. Et tout s'éclate. Rashad va détester le 29 mai. Apportez votre oreiller parce que vous allez dormir, mon garçon. Les supports de menton ne vont pas t'aider. » Le décor était planté pour ce qui s'annonçait comme l'une des plus folles bagarres de tous les temps. Le jour du combat, Quinton et Rashad semblaient avoir des idées complètement différentes sur la façon dont la nuit allait se dérouler. Plutôt que de produire des feux d'artifice et de s'attaquer à la jugulaire, Evans a décidé de tirer parti de ses meilleures compétences en matière de grappling. C'est ainsi que le combat s'est déroulé. Deux combattants de poids lourds se sont battus au sol et ont tenté d'obtenir une soumission au lieu d'assommer l'autre. En fin de compte, Rashad Evans a remporté la victoire par décision unanime. Mais le calme qui régnait dans l'arène a montré que personne n'était impressionné. Voici la partie la plus folle de ce combat. À l'époque, Dana White n'a absolument rien dit à propos du combat. Aucune appréciation, aucune remarque décevante, rien. C'est probablement parce que Rashad et Quinton étaient très connus à l'époque et que Dana ne voulait pas offenser deux de ses meilleurs employés. L'UFC 114 a également obtenu d'excellents résultats à la télévision, si bien qu'il n'y avait pas grand-chose à redire à l'époque. Le boss a donc dû retenir sa colère jusqu'à environ 1 an plus tard. En effet, en février 2011, des rumeurs ont circulé sur l'existence de l'UFC 114. En février 2011, la rumeur d'un match retour potentiel entre les deux combattants s'est répandue sur Internet. Il semble que tout le monde veuille donner aux deux hommes une seconde chance de réaliser le potentiel de leur combat. Enfin tout le monde, sauf Dana White. Lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité d'un Rashad versus Rampage 2, Dana n'a pas hésité à dire « C'est amusant de parler avant le combat, mais si vous faites tout ce discours et que vous entrez sur le terrain sans vous battre, qui veut revoir ces conneries? Rampage Rashad, le putain de snooze fest? Je ne veux pas revoir ce combat de merde. Cela ressemble vraiment à un homme qui est en colère contre nous. Et le meilleur dans tout ça, c'est que quand Dana White est en colère, personne n'y échappe, ni les combattants de la liste B, ni les multiples champions. Oui, le prochain match qui a énervé Dana White était celui entre Israël, Adesanya et Yoel Romero. S'il y a un combattant de l'UFC qui n'a pas besoin d'être présenté, c'est bien Israël Adesanya. Premier double champion des poids moyens de l'UFC, deuxième plus grand nombre de victoires dans l'histoire de la division des poids moyens de l'UFC, troisième plus grand nombre d'heures de combat dans l'histoire de la division des poids moyens, plusieurs récompenses pour la performance de la nuit, 5 défenses de titres réussies, et le propriétaire très arrogant d'une longue liste d'autres récompenses. Ce type est littéralement l'un des visages de l'UFC.
Et c'est à peu près le cas depuis son arrivée dans la promotion en 2018. L'adversaire d'Adesanya à l'UFC 248, York Romero, est encore plus accompli dans l'industrie du MMA. Bien sûr, il n'a pas la moitié des réalisations que Stylebender a dans l'UFC, mais Romero est un vétéran emblématique de toutes les formes de lutte. Il faudrait un cours d'histoire pour comprendre l'ampleur de son impact, mais pour résumer, Yoel est 5 fois médaillé aux championnats du monde, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 2000, 3 fois champion du monde et 5 fois champion panaméricain. Au vu des CV des deux combattants, l'UFC 248 n'était pas un combat comme les autres. Il s'agissait d'un combat d'arts martiaux mixtes réunissant deux des meilleurs combattants de 84 kilos au monde, issus de deux époques différentes, pour une bataille épique. Le lendemain, il a dû présenter des excuses complètes pour son insensibilité. Mais après le combat, il s'est avéré que ce n'était pas la seule excuse qu'Izzy allait présenter. Le combat était la première fois qu'Adesanya défendait le titre qu'il avait remporté en grande pompe contre Robert Whittaker, et bien qu'il s'agisse de l'événement principal de la soirée, il s'est avéré être l'un des pires combats de l'UFC de tous les temps. Pendant les 25 minutes qu'a duré le combat, il n'y a eu aucune action de la part de l'un ou l'autre des deux protagonistes. Il s'agissait plus d'un combat de regard, avec seulement des coups d'éclat, que d'un véritable combat. Adesanya a attendu les attaques de Romero, qui ne sont jamais venues. Au lieu de cela, les fans ont vu le vétéran faire des pitreries et des mouvements stationnaires plus qu'autre chose. Il a finalement conservé son titre par décision unanime, mais il n'y avait pas beaucoup de raisons de sourire après le combat. Tout d'abord, Dana White a fait sa critique habituelle sans filtre, et cette fois-ci, il a complètement blâmé un seul des deux combattants pour l'échec du combat. En parlant de Yoel Romero, le président de l'UFC a déclaré « Il est littéralement sorti et s'est tenu au milieu de la... Quand la cloche a sonné au premier round, il est resté là, les mains en l'air. Tu ne devrais même pas être ici pour obtenir ce combat pour le titre. Ce devrait être Paulo Costa. S'il n'avait pas été blessé, tu n'aurais même pas eu cette opportunité. Vous y allez et vous faites tout ce que vous pouvez pour gagner ce combat. Il n'a littéralement rien fait de tout cela. Il est même allé jusqu'à admettre que les organisateurs de la société ne voulaient pas organiser le combat car Romero était sur une série de 2 défaites. Cependant, White a révélé que le fan gaffeur en lui espérait qu'il y aurait quelque chose d'amusant, mais qu'il a été terriblement déçu. Peu après son coup de gueule, Romero a quitté l'UFC et n'est pas revenu depuis, mais le vétéran a également donné son avis sur la question, en déclarant « L'UFC était en train de gâter les gens. L'UFC le chouchoutait Izzy. S'il a été intimidé et n'a pas voulu échanger des coups avec moi, c'est de sa faute, pas de la mienne. S'il avait voulu être un combattant intelligent et stratégique, cela aurait été autre chose. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il courait dans tous les sens. » De toute évidence, le vainqueur du championnat du monde 1999 n'allait pas se laisser blâmer. Il a fallu 2 ans, mais Adesanya a fini par prendre position sur le combat, qualifiant le combat contre Romero de pire match de sa vie, avant d'ajouter « C'était la première fois que les gens se rendaient compte qu'il n'y avait pas eu de combat. Après ce combat, je me suis dit « Je me battais. Il était juste là. Pourquoi me blâmez-vous » Mais c'était la première fois que je me sentais comme si, je déteste dire ça, les fans se sont retournés contre moi d'une certaine manière, et je me disais, attendez quoi? Maintenant ils disent que je suis une m***. Chacun a défendu sa réputation, mais le point commun reste que ce combat a mis Dana White très en colère. S'il y a bien un match qui a réussi à énerver encore plus le président de l'UFC, c'est bien ce dernier match que nous avons sur notre liste, Clay Guida versus Gray Maynard. Ne dites pas à Dana White que nous avons dit cela. Mais s'il y a un combat dans cette liste où il aurait dû voir venir un mauvais combat, c'est bien celui-là. Si nous disons cela, c'est en partie à cause du profil des combattants impliqués. D'un côté, il y avait Clay Guida. Ne vous laissez pas tromper par sa forme ou son énergie récente. À son apogée, Clay était aussi bon que n'importe quel autre superstar que nous avons mentionné dans cette liste. Ce n'est pas pour rien qu'il fait partie de l'UFC Hall of Famer. Depuis qu'il a rejoint l'UFC en 2006, Clay
a acquis la réputation d'être l'un des combattants les plus efficaces et les plus constants que la compagnie ait jamais eus. Bien qu'il n'ait pas remporté de championnat majeur, il a réalisé 6 combats de la nuit, 2 combats de l'année contre Roger Huerta et Leonardo Santos. Il est le 2e combattant ayant le plus de temps de contrôle et le 3e combattant ayant le plus de décisions dans l'histoire de l'UFC. Le seul problème est le suivant. L'apogée de Guida n'a pas duré assez longtemps. Et il se trouve également qu'il est à égalité avec Jeremy Stephens pour le plus grand nombre de défaites dans l'histoire de l'entreprise avec 18. Pour UFC on FX 4 en 2012, l'adversaire de Guida était Gray Maynard. Nous ne vous ennuierons pas avec les détails. Maynard est facilement le moins impressionnant de tous les combattants de l'UFC mentionnés dans cette vidéo. Il a passé près d'une décennie dans l'UFC, mais n'a jamais eu l'occasion de se retrouver dans la lumière, à l'exception d'une défaite contre Frankie Edgar en 2011, tout simplement parce qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour le faire. Déjà, le duo n'avait pas le flair habituel d'un classique de l'UFC, mais pour rendre la chose encore plus improbable, lorsque Maynard a été opposé à Clay Guida, les 2 hommes sortèrent de défaite, et lorsqu'ils sont entrés dans l'octogone, cela s'est vu. Clay Guida, avec son approche habituelle sans assurance, et Maynard essayant simplement d'être en sécurité, ont été à l'ordre du jour pendant les 5 rounds du combat. Au début, les fans ont acclamé Guida. Son impressionnant jeu de jambes était une nouvelle partie de son jeu que les fans trouvaient prometteuse. Mais peu de temps après, il s'est avéré que ce n'était qu'une sorte de tactique insaisissable. Finalement, les fans ont commencé à soutenir Maynard, non pas par sentiment, mais simplement dans l'espoir qu'au moins l'un des 2 combattants fasse quelque chose d'excitant. Ce combat a pris une telle ampleur que même les officiels du match ont dû intervenir. L'arbitre Dan Miragliotta a averti Guida qu'il avait trop reculé à un moment donné, et le directeur des communications de l'UFC, Dave Scholar, a également pris Twitter pour exprimer sa déception pendant le combat. Même Dana White n'a pas attendu la fin du combat pour exprimer sa colère, en tweetant « Je pensais qu'il était impossible que ce combat soit nul. Je me suis trompé. » Et, pour la première fois, j'ai vu Guida se faire huer à l'extérieur du bâtiment. Je hue aussi. À la fin de la soirée, Gray Maynard a gagné par décision partagée, 48-47, mais personne n'en a tenu compte. Tout le monde n'a parlé que de la mauvaise qualité du combat, et quand Dana White a finalement donné son avis sur le combat, voici ce qu'il avait à dire. Le combat était nul, je ne sais plus comment le décrire. Je ne pense pas du tout qu'il s'agissait d'une décision partagée. Personne ne peut gagner ou perdre un combat quand le gars tourne en rond. Il courait littéralement. Sur Twitter, des fans m'ont dit « Superbe jeu de jambes ». Ce n'est pas « Dancing with the Stars ». Vous ne pouvez pas gagner un combat en tournant en rond. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne un combat. Lequel de ces combats trouvez-vous le plus décevant? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Octagon Rivals pour ne pas manquer les prochaines.